retrouve sur notre terrain, donc vous le voyez en live, pas simplement en photo. Donc je fais cette petite vidéo pour vous expliquer les différences entre promesse d'achat, compromis de vente et acte authentique. Donc avant toute construction, la première étape déjà c'est de trouver son terrain. Donc ce terrain vous pouvez l'acheter à un vendeur particulier ou vous pouvez l'acheter directement à votre constructeur qui vous délivrera et le terrain et la construction, ou vous pouvez passer par un lotisseur qui lui construira plusieurs maisons d'un seul coup. Dans tous les cas, que ce soit par un particulier, par un constructeur ou par un lotisseur, vous avez des questions à vous poser avant même de vous projeter dans la vente. Donc les premières questions que vous pouvez vous poser. Si, comme nous, vous avez des clôtures, est-ce que la clôture est à vous? Est-ce que la clôture est au voisin? Est-ce que la clôture est sur la ligne séparative de propriété? Ça n'implique pas les mêmes obligations. Si elle est sur la ligne séparatrice, c'est qu'elle vient à être abîmée, vous êtes engagés l'un comme l'autre à la réparer. Si vous le voulez, mais vous devez la réparer ensemble. Si jamais la clôture est à votre voisin et que vous venez vous coller contre sa clôture, ou encore que votre construction dépasse la ligne séparative, le voisin est en droit de demander la démolition de votre construction ou de vous vendre la parcelle de terrain sur laquelle vous empiétez. Évidemment, vu que vous êtes un petit peu coincé, il va vous la vendre un bras. Donc la deuxième question à se poser concerne les servitudes. Donc les servitudes, c'est un droit attaché à un terrain. Le terrain a beau vous appartenir, vous avez des obligations. Et plus précisément, les tiers ont des droits sur ce terrain. Donc une servitude, ça peut être une servitude de passage. Donc si le voisin a un terrain complètement enclavé, il a une servitude de passage, c'est-à-dire un droit de passage sur votre propriété pour rejoindre la voie publique. Ce peut être aussi une servitude d'écoulement d'eau. L'eau va ruisseler sur votre terrain, vous n'avez pas le droit de la retenir, de la conserver pour vous seul. Le voisin a le droit aussi à ce que l'eau coule sur son terrain. Et la dernière, la plus courante, et encore que, bon, pas très courante non plus, c'est la servitude de puisage. C'était très courant il y a encore une cinquantaine d'années, aujourd'hui ça se voit plus trop, mais vous pouvez avoir un puits sur votre terrain, même s'il se trouve sur votre propriété, votre voisin peut et doit pouvoir y avoir accès quand il en a envie et doit pouvoir se servir dans votre puits. La troisième question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ce terrain se trouve dans un secteur appelé Bâtiments de France? Le fait que le terrain se trouve dans un secteur Bâtiments de France va surtout vous induire beaucoup d'obligations. Vous ne pourrez pas poser les menuiseries que vous voulez, dans les couleurs que vous souhaitez. Généralement, c'est des menuiseries en bois. Les tuiles seront imposées également, la forme, la couleur, l'enduit également. Donc vous êtes quand même pas mal limité. Donc c'est quand même important de savoir si votre terrain se trouve dans un secteur comme celui-ci. Nous, le nôtre, l'était, il y a encore quelques années, puisqu'on a une ancienne école militaire qui a environ 500 mètres. Et depuis quelques années, il est complètement sorti du secteur Bâtiments de France. Donc la quatrième question, justement, rejoint un peu celle-ci, c'est est-ce que le vendeur est en mesure de vous donner le zonage du PLU? Donc le PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est un document édicté par la mairie qui prévoit des obligations, des interdictions en fonction des zones sur la commune. Donc nous, comme je vous le disais, nous on est en zone UG ici, donc on a très peu d'obligations. La seule, et qui nous a un petit peu embêté, c'est la teinte des tuiles, parce qu'on voulait des tuiles noires plates et on se retrouve avec des tuiles de couleur rouge, sans nuance, de forme canal ou romane, donc arrondi. Donc ça aussi c'est important, et si vraiment, par exemple comme nous, vous vouliez de la tuile noire, mais vous en faites vraiment un critère indérogeable, renseignez-vous avant de vouloir acheter ce terrain. Et donc la dernière question, l'étude de sol. Donc ça c'est rare qu'on vous vende un terrain avec une étude de sol. C'est une société complètement externe à votre constructeur, à votre maître d'œuvre, à votre architecte, à ce que vous voulez, qui vient sur le terrain et en fait il va prendre les plans de la maison et il va faire ce qu'on appelle des piquages dans le terrain, donc c'est des grands trous pour étudier la matière du sol, la matière exacte. Est-ce que c'est un terrain plutôt argileux? Est-ce que c'est un terrain plutôt sableux? Et forcément, en fonction de la matière du sol, est-ce qu'il y a de l'enrochement dessous? Est-ce qu'on va être obligé de casser de l'enrochement pour pouvoir faire des fondations plus profondes? Si le terrain est très argileux, il va falloir faire des fondations à plus de 4 mètres au fond. Donc ça implique des fondations différentes et surtout un coût différent. Donc nous, par exemple, notre constructeur nous a prévu ce qu'on appelle une provision pour fondation spéciale. C'est une somme d'argent qu'on doit prévoir dans notre financement, mais qui ne sera pas forcément utilisée en fonction du rapport de l'étude de sol.
Et nous c'était 7 000 €. Donc il peut prendre la totalité comme il peut ne pas du tout y toucher ou en prendre qu'une seule partie. Donc maintenant passons aux différents types de contrats. Donc vous avez vu le terrain vous plaît, l'agent immobilier a tenté tant bien que mal de répondre à vos questions. Et donc il vous plaît, vous voulez signer quelque chose. Donc vous pouvez signer ce qu'on appelle une promesse d'achat. Donc c'est un acte unilatéral, ce qu'on appelle en jargon juridique. C'est un acte en fait qui prévoit que des obligations pour une seule des deux parties. En fait, vous seul vous engagez à acheter le terrain. Lui, le vendeur, n'est pas du tout obligé par cet acte. Il peut refuser ou accepter. Ça vous permet de bloquer le terrain. Donc nous, on l'avait fait. Et certains peuvent vous demander une somme d'argent pour bloquer les fonds. Donc évitez ce genre de choses. C'est un avant-contrat, ce n'est pas un contrat, ça n'engage que vous. En principe, les vendeurs sont déjà bien contents d'avoir quelqu'un pour acheter leur terrain, donc ne prenez pas le risque. Donc c'est un acte aussi qu'on dit sous seing privé, c'est-à-dire que c'est un acte que vous faites de particulier à particulier. Vous n'avez pas besoin de passer devant notaire. Donc la deuxième étape, vous avez signé votre promesse d'achat, le vendeur est OK, il vous l'a dit, que ce soit par écrit ou au téléphone. Vous allez vous rendre chez le notaire du vendeur pour signer ce qu'on appelle un compromis de vente. C'est aussi un avant-contrat. Par contre, celui-ci, on le considère comme acte bilatéral ou synalagmatique, c'est-à-dire qu'il y aura des obligations pour les deux parties. Lui s'engage à vous transmettre la propriété sur le terrain, vous vous engagez à lui donner une somme d'argent. Donc c'est un engagement réciproque. Et celui-ci, par contre, donc, du coup, se fait bien devant notaire et pas sous seing privé. Vous pouvez prévoir ce qu'on appelle des clauses suspensives. C'est une protection pour vous. Nous, on en avait deux. On avait la clause suspensive d'obtention du prêt bancaire et la clause suspensive d'obtention du permis de construire. C'est-à-dire que votre vente est mise sous cloche le temps de l'exécution et de la réalisation de ces deux clauses. Donc dans notre cas, il fallait qu'on obtienne le prêt bancaire. Tant que la banque ne vous a pas accordé votre prêt bancaire selon les conditions qui sont prévues dans le compromis de vente, généralement on met un maximum taux A pour la somme de sur un taux A maximum de tant %. Donc tant que vous n'avez pas et votre prêt bancaire et l'accord du permis de construire, la vente n'est pas réalisée. Une fois que les deux clauses sont remplies, on considère que la vente est parfaite. Et à ce moment-là, seulement, vous allez vous rendre pour un deuxième rendez-vous chez le notaire. Pour le compromis de vente, le vendeur peut vous demander ce qu'on appelle un dépôt de garantie. C'est-à-dire de verser sur le compte de son notaire une certaine somme d'argent pour plus ou moins vous contraindre. Vous avez toujours un délai de rétractation. Si jamais vous avez signé ce compromis et qui prévoit un dépôt de garantie, nous par exemple dans notre cas au départ c'était 5 000 €, vous pouvez vous rétracter, mais le vendeur gardera cette somme. Donc ça nous contraint un petit peu plus, c'est une sécurité pour le vendeur cette fois-ci. Vous pouvez éventuellement vous arranger avec le notaire pour faire sauter ce dépôt de garantie, nous ça a été le cas. Et donc, vous avez signé votre compromis de vente, vous déposez votre permis de construire, vous faites toutes les démarches administratives et pénibles que nous connaissons tous. Vous allez vous rendre chez votre notaire cette fois-ci pour ce qu'on appelle l'acte authentique de vente. Donc c'est le véritable acte de vente, c'est un vrai contrat, contrairement aux deux autres. Donc celui-ci se fait devant officier public, donc devant un notaire, et c'est ce qu'on appelle un acte translatif de propriété. C'est cet acte-là, une fois signé, qui va passer la propriété du vendeur à l'acquéreur. Là, à ce moment-là, vous êtes vraiment propriétaire et vous pouvez faire péter le champagne. Et donc forcément, qui dit acte authentique de vente, dit frais de notaire. Donc je ne saurais plus de tête vous donner les montants et les pourcentages. Nous, je crois que c'était entre 5 et 8% du prix de vente du terrain. Donc pour un terrain d'environ 50 000 €, vous allez payer la somme d'environ 5 000 € pour le notaire. Donc il y a ce qu'on appelle les débours, je ne rentrerai pas dans le détail, les émoluments, tous les frais afférents à la vente qui iront directement au notaire et pas à votre vendeur. Et une fois que vous sortez de ce rendez-vous, vous êtes officiellement propriétaire, ça y est. Voilà, donc pour finir cette petite vidéo, je vous remercie de votre attention. J'espère surtout qu'elle vous a appris des choses. J'espère avoir assez vulgarisé le langage juridique parce que c'est vrai que c'est pas très facile de tout comprendre. Les notaires sont pas forcément très, pédagogues. Et on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe et tout ce qui se dit pendant les rendez-vous. Et c'est vrai que surtout si c'est
un premier achat, on est très méfiant. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu, j'espère que ça pourra vous servir si vous êtes justement en train de visiter le terrain. Vous aurez peut-être quelques pistes, des questions à poser. Et mine de rien, quand on pose les bonnes questions, les gens se disent bon là, voilà, elle s'intéresse au truc, elle pose les questions, il faut que je me méfie. Bon, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous demanderai votre avis sur le thème de la vidéo. Ciao!